Oui, retour de l'FC avec notre invité Morley Sylla, ancien défenseur. Morley, vous jouez à quel poste, libéraux ou stopper? Libéraux. Très dur. Style Maryse Trésor ou pas? Alors, là, moi, je ne vais pas vous dire ça. Moi, je sais que bon, j'étais un peu technique quand même par rapport à plus vous. Que Maryse Trésor, plus que moi. C'est gentil, Morley. Merci pour moi. Samy Mojtabi, qui est notre éditorialiste, est avec nous toujours. Et puis Mohamed Kaoré, bien sûr. La question de l'FC, que retenez-vous du deuxième tour des éliminatoires de la Coupe du Monde en Russie? Vous n'hésitez pas, vous allez sur nos réseaux sociaux, mais aussi sur fc@africa24tv.com. Après le deuxième tour des éliminatoires du Mondial 2018, quel bilan? C'est le dossier de l'FC. Et à ce propos, est-ce que la hiérarchie a été respectée? Voyons le résumé et l'analyse de la rédaction d'Africa 24. En Afrique, les sélections qualifiées pour le troisième tour des éliminatoires du Mondial 2018 sont désormais connues. Lors du deuxième tour, certaines équipes ont essayé de créer la sensation. Le Tchad a battu l'Égypte 1-0 à l'aller. Le Botswana, quant à lui, s'est imposé face aux Aigles du Mali avec un score de 2-1, toujours à l'aller. Mais au match retour de ces deux tours, les favoris ont essayé de faire respecter la hiérarchie. Tous les favoris sont au rendez-vous, peut-être un peu le Togo qui a été éliminé. Sinon, pour le reste, nous avons eu des qualifications qui sont logiques. Des pays comme le Mali, par exemple, qui avait été battu à l'aller, ont pu renverser la vapeur au retour 2-0. Que ce soit le Sénégal, l'Algérie ou l'Égypte, malgré un match nul de l'Algérie 2-2, ils ont surclassé leur adversaire 7-0 à domicile. Donc pour dire que tous les grands sont là. Lors de ces deuxièmes tours des éliminatoires, la grosse désillusion a été pour le Togo. Après leur défaite 0-1 face à l'Ouganda, les éperviers n'ont pas pu renverser la tendance à Kampala. Lors du match retour, les coéquipiers de Serge Gakpé ont été dévancés par la sélection ougandaise. Un coup dur qui met fin à l'aventure des éperviers pour le compte des éliminatoires du Mondial 2018. La grosse surprise, ça reste quand même l'Ouganda qui a éliminé le Togo. Ça, c'est vraiment une grosse surprise à la Fédé togolaise ou aux autorités sportives togolaises de se le voir parce que c'est un magnifique pays de football qui s'est qualifié à la Coupe du Monde en 2006. Mais de voir qu'ils ne pourront pas compétir pour les éliminatoires, c'est la plus grosse anomalie de ce tour prochain. Au troisième tour, les 20 nations encore engagées seront réparties en 5 groupes de 4. Elles vont s'affronter selon une formule de championnat en aller-retour. À l'issue de ces mini-championnats, 5 sélections vont représenter le continent africain à ces rendez-vous mondiaux du football en 2018 en Russie. Oui, nous avons les 4 chapeaux. Alors tout d'abord, c'est toujours avec vous que nous commençons, Samy. Nous allons voir le premier chapeau avec Algérie, Cap-Vert, Côte d'Ivoire, Ghana, Sénégal. Ce sont que des costauds qui sont là, quasiment. Cameroun dans le deuxième chapeau, Congo, Guinée, encore la Guinée, RDC, Tunisie, et puis ensuite nous voyons l'Égypte, Mali, Nigeria, Ouganda et Zambie, Afrique du Sud, Burkina Faso, Gabon, Libye et Maroc. On garde un peu le tableau et nous écoutons Samy. Samy ? Impressionnant, ça va être des qualifs de toute beauté, il faut le dire. Là, on a 2 ans de très beau football en Afrique, ça nous promet des groupes assez relevés. Il n'y a pas eu vraiment de surprise à part le Togo, comme tu l'as dit. Donc vraiment, ça va être tous les gros mastodontes africains sont présents. Ça va être une guerre énorme puisqu'il y a des nations qui veulent rééditer leur exploit de 2014. Il y a des nations qui veulent aussi revenir, comme par exemple le Maroc, il faut le citer, ou la Tunisie, qui veulent prouver des choses. Il y a l'Égypte, il y a le Mali qui espère aussi sa première participation à une Coupe du Monde. Donc vraiment, il y a vraiment 12 clubs, 12 sélections qui veulent vraiment aller en Russie. Donc ça va être très compliqué, il n'y a que 5 billets. Ça va être un très beau spectacle. Oui. Est-ce que vous permettez que je dise, Mohamed, par rapport à ce que vous disiez, que le Togo a été puni par rapport à ce qui se passe ils ont été punis par la mauvaise gestion de leur football. En 2006, ils étaient à la Coupe du Monde, ils n'ont rien pu capitaliser par rapport à ça. Pas de championnat sérieux, pas une équipe dirigeante qui est capable de faire quelque chose, alors que c'est une équipe qui a des grosses individualités. Souvent, on oublie même qu'Adebayor, il est togolais, qu'Agassa est togolais, tellement qu'au niveau local, on a l'impression que le football, c'est pas quelque chose d'important aux yeux des autorités, alors que ça permet aux jeunes
jeunes de pouvoir s'épanouir et de créer des vocations. Donc il est temps pour ce pays-là de se mettre au travail pour permettre de mettre en avant leur football. Il y avait Adebayor qui à chaque fois tiraillait avec les dirigeants, on pensait qu'il faisait des caprices de star. Il avait raison, Eto'o faisait la même chose au Cameroun, il avait raison, on a vu la suite. J'espère qu'ils vont retenir les leçons en fait. Oui, alors la Guinée est toujours là, hein, décidément. Vous êtes là à toutes les compétitions. C'est ce que je viens de vous dire là. Ouais. Aujourd'hui, il y a eu beaucoup de progression dans le domaine de football en Guinée. Mais ce qui m'a beaucoup plu encore, c'est le Cap-Vert. Parce que quand nous on jouait à notre temps, le Cap-Vert, on le battait tout le temps. Oui, aller-retour. Mais aujourd'hui, je le vois qu'une équipe comme Cap-Vert qui est en chapeau 1, moi, je pense que vraiment, c'est pourquoi j'ai dit qu'il y a une progression. Parce que Cap-Vert, il y a 2 ans, qui a éliminé le Cameroun. Ouais. Moi, je pense que vraiment, le football africain est en train de progresser. Tout à fait. Alors, nous allons voir quelques images. Il faudra se méfier quand même du Gabon. Mohamed Traoré vous l'a dit. De l'Ouganda aussi. Morley Sylla vient de vous le dire, le Cap-Vert. Il faudrait aussi se méfier de la Libye. Je ne sais pas, mais j'ai un petit coup de cœur pour la Libye. Le Congo-Brazzaville aussi, de Claude Leroy. L'Égypte, Samy vous l'a dit également. Donc parmi ces équipes, certaines peuvent surprendre. Alors, Joseph-Antoine Bell est de nouveau en ligne avec nous. Joseph, nous allons parler de ce mini-championnat. Vous avez été ancien pro, vous avez connu aussi ces épreuves éliminatoires pour des Coupes du Monde. Alors, qu'en pensez-vous? C'est la pression sur tout le monde, les joueurs et les entraîneurs, Joseph-Antoine Bell? D'abord, je pense que tout le monde doit être plutôt content parce que je dois rappeler quand même qu'il n'y a pas si longtemps, en tout cas pendant que je jouais, en tout cas une partie de ma carrière, les éliminatoires de la Coupe du Monde, les éliminatoires en Afrique se jouaient simplement en match aller-retour. Donc vous comprenez que vous jouiez tout, un tour. Et à ce moment-là, si vous étiez battu, vous étiez éliminé. Les équipes les plus fortes ont gagné quelque chose. Si on joue en championnat, vous avez le temps de vous ressaisir et c'est donc le meilleur du groupe qui sera qualifié. Ensuite, les équipes les moins fortes doivent aussi remercier la nouvelle formule que nous avions à l'époque revendiquée à corps et à cri. On n'était pas toujours compris, mais c'est vrai que les organisateurs pensaient plus aux problèmes financiers. Or, à l'époque, donc, quand vous étiez éliminé, vous attendiez la prochaine Coupe du Monde. Donc, si vous êtes éliminé en 2016, vous attendez les éliminatoires de la Coupe du Monde 2024, donc en 2022. Vous vous rendez compte? Donc, vous n'avez plus de matchs et vous ne pouviez pas progresser. Et je crois qu'aujourd'hui, ces équipes-là, au lieu de se plaindre, doivent savoir que la formule leur permet de progresser parce qu'elles rencontrent les meilleurs dans un championnat en plusieurs matchs. Et donc, il y a la possibilité, vous parliez d'évolution, et bien, il y a la possibilité d'évoluer. Voilà, nous aurons bien sûr l'occasion d'y revenir avec nos éditorialistes parce que je pense qu'ils auront beaucoup de choses à dire avec le retour bien sûr de l'Égypte, du Maroc, de la Tunisie également. Bien entendu, il y aura de quoi vous raconter dans les différents numéros de l'AFC. Alors, Morley Sylla, nous allons dialoguer avec vous, mais nos éditos aussi vont intervenir sur la Guinée s'ils ne sont pas d'accord, bien entendu. Alors, la sélection de la Guinée, entraînée par Luis Fernandez, nous allons voir quelques images de votre sélection de la Guinée-Conakry. En ce moment, ça se passe plutôt bien parce que vous avez donc Luis Fernandez, mais qui est épaulé par Amara Simba et Kaba Dzerwawa. C'est Luis qui fait tout le boulot ou pas? Non, c'est pas Luis qui fait tout le boulot parce que moi, j'ai eu l'occasion quand même d'assister à une séance d'entraînement ici, quand ils étaient dans le 91 là. Et je vois quand même qu'ils font un super travail. Et tout le staff, quand même, les travaux sont répartis. Et c'est ce qui m'a beaucoup plu parce que là, je vois quand même que j'ai vu que vraiment, c'est un staff qui est vraiment plus pro que les joueurs, je veux dire comme ça. Parce que c'est ce que j'ai dit en Guinée, il faut donner le temps au temps, c'est-à-dire que les techniciens puissent travailler parce qu'ils ne connaissaient pas tous les jours. Donc aujourd'hui, c'est ce qui fait aujourd'hui qu'on récolte les fruits. Donc moi, je pense que le travail qu'ils sont en train de faire, c'est un très bon travail. Et lui, je sais que vraiment, bon, au début, il avait fait 2 défaites et que tout le monde en parlait. Moi, j'ai dit non, j'ai confiance à cette staff. Et cette staff, je sais que si vraiment on les laisse travailler, ils peuvent nous qualifier en CAN et la Coupe du Monde.
Oui. Parce que je sais pas, bon, pour l'instant, c'est pas la poule. Si on tombait sur le Mali, je sais qu'on allait battre le Mali. Maroc ou la Tunisie. Bon, on a la chance quand même de battre le pays maghrébin. Je ne vous conseille pas de parier avec Samy, parce que je sens que vous risquez de perdre pas mal d'argent. Oui. Le championnat. Oui. En Guinée, vous allez passer pro. C'est quoi ça? Expliquez-nous. Donc les joueurs sont payés maintenant, donc ils vont rester en Guinée, ils ne vont plus voyager. Bon, à l'image de tous les pays vraiment qui jouent aujourd'hui le championnat professionnel, moi je pense qu'aussi la Guinée a décidé, les instances ont décidé de passer à la Ligue professionnelle. C'est une très bonne chose. Et je suis le partisan de la Ligue professionnelle, c'est-à-dire la mise en place de la Ligue professionnelle en Guinée. Mais je suis vraiment sceptique. Sceptique pourquoi? Parce que nous sommes en train de brûler une étape très importante pour le développement du football guinéen. C'est la Ligue semi-professionnelle. Parce que tous les pays qui jouent aujourd'hui la Ligue professionnelle ont respecté cette étape-là. Donc aujourd'hui, si on passe en force pour aller à la Ligue professionnelle, moi je pense que ça doit nous rattraper un jour. Alors nous allons écouter l'avis de nos éditorialistes. En même temps, je voudrais quand même vous montrer les images du champion qui est Oroya. Hein. C'est bien ça? Oui. Qui a été d'ailleurs se préparer au Maroc. Oui, dernièrement. Ils font leur stage au Maroc. Nous allons voir les images et puis nous allons écouter Samy Mochtabi qui va nous dire est-ce que c'est une bonne solution de la part de la Ligue ou de la Fédération. Samy. Ça peut être une bonne solution, je suis d'accord, ça peut être une bonne solution si les clubs suivent. Maintenant, il faut savoir que financièrement, c'est une étape énorme. Il y a un fossé énorme entre une ligue amateur et une ligue professionnelle. Donc c'est vrai que peut-être qu'une ligue semi-professionnelle aurait peut-être favorisé ce changement de statut. Ça peut coûter cher à beaucoup de clubs parce qu'il va falloir rémunérer les joueurs, rémunérer le staff. Ça peut coûter la vie. Il y a quelques clubs qui peuvent succomber à ce genre de passage dans un championnat. Mohamed? C'est surtout comment financer ce championnat professionnel. C'est ça le plus difficile parce que il y a des règles qu'il va falloir suivre désormais. Les footballeurs vont être considérés comme des salariés et les clubs aussi seront en société sportive. Donc il y a beaucoup d'enjeux et on le sait très bien que aujourd'hui c'est pas les billets des spectateurs qui vont financer ce championnat-là. Donc comme l'a dit Mola, c'est très important de passer d'abord au semi-professionnalisme pour s'habituer et puis dans l'horizon 4 ans de passer au professionnalisme complet. Oui, alors il y a une étude qui est en cours, bien sûr, d'après les documents que nous avons, qui est dirigée par M. Ibrahima Sorikonté. Vous le connaissez? Oui, c'est mon ancien entraîneur. Ah oui, d'accord. Je l'ai eu comme entraîneur. Ah ouais. Et il était le vice-président de la Fédération Football. Aujourd'hui, c'est lui-même qui a été le président de cette commission. Donc, la question que je me pose encore, c'est que je dis, est-ce que l'État guinéen a accepté d'accompagner la Ligue professionnelle? Parce qu'il faut un cadre juridique, il faut plein de choses. Voilà. Donc, ce qui est là aujourd'hui, il s'agit pas seulement d'officialiser. Est-ce que les deux parties, la Ligue professionnelle et la Fédération, ont parafé la convention entre les deux? Parce qu'il faut parce que la Fédération est en train de léguer une partie de son pouvoir à la Ligue. Il faut que périodiquement que les deux organes se retrouvent pour discuter l'évolution de la mise en place de la Ligue professionnelle. Et aujourd'hui, comme il a dit Mohamed, qui parle de la Ligue professionnelle parle de moyens financiers, parle de moyens, comment on appelle ça, techniques. Aujourd'hui, les moyens techniques, ce n'est pas tous les clubs guinéens qui ont leur stade, qui n'est pas tous les clubs guinéens qui ont leur centre de formation. Aujourd'hui, les centres de formation en Guinée, il n'y a que deux que je connais. C'est-à-dire le centre technique qui a été offert par la FIFA, qui ne fonctionne pas. Pourquoi ça ne fonctionne pas? C'est le manque de moyens financiers et de moyens matériels. Et le centre de formation que le président de Ouaréa est en train de réaliser à Ourekobia, c'est-à-dire à Dubreka, c'est vrai que le jour que cette centre sera vraiment inauguré, ça sera une fierté pour le football guinéen. En plus, ce que je vais mettre en place encore, c'est les sponsors, c'est-à-dire les mécènes qui vont accepter d'accompagner cette ligue professionnelle. Donc, il y a la compétence qui va jouer. C'est-à-dire, aujourd'hui, je viens de la Guinée, il y a un président de club qui m'a posé la question, qu'est-ce que c'est la ligue professionnelle? Donc, moi, je pense qu'il faut quand même, l'argent qu'on va mettre à disposition de la ligue professionnelle, il faut que ça soit bien géré. Sinon, ça sera une gâchis du football guinéen. Et encore,
moi, je m'adresse toujours à les gens qui ont le moyen aujourd'hui, qui ont accepté de mettre ces moyens dans le football. Et les gens que j'appelle, les gens de grands salons qui viennent meubler le bureau de ces personnes et qui les sponsorisent par exemple comme ça, c'est-à-dire pour les mettre dans les différentes structures dans le football. Alors que les compétences tombent là. Donc, moi, je pense qu'il faut qu'on arrête ça. D'accord. C'est un projet qui est prévu pour quand? Parce que nous devrions remettre l'antenne. C'est pour quand? Le projet de la Ligue professionnelle. Normalement, c'est cette année. Ouais. Ça va être juste là. Ça va être juste, c'est ce que j'ai dit. Okay. Voilà. Malheureusement, on ne peut pas aller plus loin, mais on aura l'occasion de débattre de la situation de ce football donc guinéen qui va passer pour bien entendu. C'est la fin de la deuxième partie de cette émission. On se retrouve tout à l'heure pour le football international.